La dépression concerne une personne sur 10, voire une personne sur 7 en France. Alors même si on commence à bien comprendre les mécanismes neurobiologiques qui peuvent amener ces personnes à se sentir à un moment de leur vie triste et dépressive, on peine encore à traiter une certaine partie de la population qui reste, comme on dit, résistante aux traitements médicamenteux classiques. Des chercheurs essayent donc de comprendre pourquoi ces personnes ne répondent pas à ces antidépresseurs et il semblerait qu'une réponse à cette énigme se trouve dans notre ventre. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand je sors de nouvelles vidéos, généralement les jeudis vers 17 h, et aussi d'envoyer des petits pouces bleus et d'ajouter des commentaires ici en bas. De plus en plus de travaux récents semblent montrer un lien entre, d'une part, les troubles dits de l'humeur tels que l'anxiété et la dépression, et d'autre part, notre microbiote intestinal. Ce microbiote intestinal, encore récemment appelé la flore intestinale, est composé de micro-organismes comme des bactéries, des champignons ou encore des virus. Ceux-ci peuplent en effet notre tractus digestif, c'est-à-dire notre estomac ou nos intestins, et constituent le plus grand réservoir microbiotique qu'on trouve dans l'organisme. Ce microbiote est un réservoir d'activité enzymatique essentielle pour notre digestion des aliments bien sûr, mais aussi pour le bon fonctionnement de tout un tas de processus physiologiques essentiels, y compris ceux régulant notre cerveau. Mais en retour, notre cerveau peut également influencer sur le bon équilibre de notre microbiote intestinal. En effet, de nombreuses études montrent qu'un stress intense peut favoriser la prolifération de bactéries gênantes pour notre digestion, mais aussi que ces mauvaises bactéries finissent par influencer notre humeur. La question que les chercheurs se posent aujourd'hui est donc, quels sont les mécanismes responsables de ces processus ? Pour essayer de répondre à cette question, une équipe de l'Institut Pasteur a récemment engagé des recherches sur la souris. Ils ont ainsi soumis ces souris à un stress léger mais chronique, c'est-à-dire assez durable, en exposant ces souris à plusieurs expériences plus ou moins désagréables. Par exemple, les chercheurs exposaient ces souris à des odeurs de prédateurs, pouvaient incliner leur cage pendant plusieurs heures ou changer leur litière un peu trop fréquemment. Alors ces petites expériences légèrement désagréables, mais répétées sur plusieurs jours, stressaient bien évidemment ces souris, et ce stress chronique conduisait bien évidemment les souris à exprimer tout un tas de symptômes comportementaux qui sont caractéristiques de la dépression chez l'homme. En effet, la dépression est un trouble de l'humeur qui se traduit chez l'homme par une profonde tristesse, une fatigue persistante, un manque d'estime et de confiance en soi, et surtout par une perte de motivation, c'est-à-dire une résignation vis-à-vis des événements auxquels on doit faire face tous les jours. Eh bien, il se trouve qu'on peut évaluer cette résignation chez les rongeurs en les testant dans différents tests comportementaux. Nos chercheurs ont donc testé nos souris dans, par exemple, le test de la nage forcée. Dans ce test, la souris est placée dans un récipient rempli d'eau et comme elle n'aime pas l'eau, elle essaye généralement de trouver un échappatoire à sa condition, s'agitant dans l'eau en essayant de trouver une solution à son problème. Au contraire, une souris résignée et donc dépressive se met très rapidement à flotter passivement dans ce récipient. Ce drôle de test a d'ailleurs été employé depuis de nombreuses années pour mettre au point tous les antidépresseurs que nous connaissons aujourd'hui. Et une souris dépressive traitée par des antidépresseurs retrouve d'ailleurs toute sa motivation pour essayer de sortir du bocal. Eh bien, nos souris stressées ont bien montré leur résignation dans ce test, indiquant bien qu'elles avaient développé les symptômes de la dépression qu'on retrouve chez l'homme.
Et les chercheurs ont montré que ce stress chronique conduisant à la dépression chez nos souris avait bien modifié leur microbiote intestinal. Ces chercheurs ont ainsi montré que les bactéries peuplant le tractus digestif des souris stressées étaient particulièrement peu diversifiées par rapport à celui de souris n'ayant pas été stressées. En somme, il contient bien moins de bactéries et celles qu'il leur reste ne sont pas considérées comme les meilleures pour un fonctionnement optimum des processus physiologiques. Les chercheurs se sont alors demandé si ce microbiote modifié chez nos souris stressées n'était pas directement responsable de leur résignation, de leur dépression. Pour cela, ils ont pris un nouveau groupe de souris non stressées, donc normales, mais auxquelles ils ont greffé des matières fécales de souris stressées qui contenaient bien évidemment le microbiote de ces souris stressées. Eh bien, les chercheurs ont trouvé que cette greffe fécale était suffisante pour conduire ces souris normales au départ à devenir, elles aussi, résignées, donc dépressives. Donc en somme, en transmettant le microbiote de souris dépressives à des souris normales, eh bien ces souris normales deviennent elles-mêmes dépressives. Et non seulement elles deviennent dépressives, mais elles montrent aussi les signes physiologiques qu'on retrouve dans la dépression. Premièrement, leur neurogénèse hippocampique est ainsi particulièrement altérée. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, la neurogénèse correspond à la capacité de fabriquer de nouveaux neurones que nous conservons, même à l'âge adulte, dans deux régions de notre cerveau, dont l'hippocampe, une structure essentielle à nos processus de mémorisation, mais aussi impliquée dans la gestion de nos émotions. Il a été montré depuis de nombreuses années que 1. Cette neurogénèse hippocampique, cette fabrication de nouveaux neurones dans l'hippocampe, est diminuée chez le sujet dépressif. 2. Les antidépresseurs stimulent cette neurogénèse. Et 3. Que l'amélioration de l'humeur de sujets dépressifs passe par une amélioration de cette neurogénèse. En résumé, plus on fait de nouveaux neurones, plus on fabrique de nouveaux neurones, moins on est dépressif. Eh bien, nos souris normales devenues dépressives, après avoir reçu le microbiote de souris dépressives, font moins de nouveaux neurones. Et ce n'est pas fini. Ces souris ne répondent pas non plus à un antidépresseur extrêmement commun et qui est prescrit partout dans le monde pour soigner la dépression, qui est la fluoxétine. La fluoxétine est ce qu'on appelle un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur, une molécule libérée par certaines synapses de notre cerveau qui favorise notre humeur. En augmentant la quantité de sérotonine libérée à nos synapses, la fluoxétine permet donc théoriquement d'améliorer notre humeur lorsque nous sommes déprimés. Enfin, tout ceci fonctionne quand notre cerveau peut fabriquer de la sérotonine. Or, ce neurotransmetteur, qui est la sérotonine, est biosynthétisé à partir d'un acide aminé essentiel qui est le tryptophane. Ce tryptophane est le plus rare des acides aminés qu'on retrouve dans les protéines. Et sa quantité serait directement liée à notre microbiote qui serait capable de le synthétiser. Donc, nos souris devenues dépressives à cause de leur mauvais microbiote pourraient l'être car elles ne produisent pas assez de tryptophane, le précurseur de la sérotonine que notre antidépresseur, la fluoxétine, ne peut malheureusement pas augmenter à la synapse puisque la sérotonine n'est pas là. En somme, quand on devient dépressif à cause d'un mauvais microbiote, on risque de le rester si on ne corrige pas notre alimentation. Il est donc indispensable de faire en sorte d'entretenir notre microbiote avec une alimentation équilibrée et riche en fibres notamment, car ce microbiote est non seulement essentiel à la bonne digestion de nos aliments, mais il participe également à maintenir notre santé mentale. Merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine. À très bientôt pour de nouvelles aventures neuroscientifiques.